这期节目我们将向朋友们介绍获得法国骑士勋章的华裔大师赵无极先生及他的作品。赵无极先生被誉为西方现代抒情抽象派的代表，在他的作品里，您既能感受到东方艺术的空灵静谧，却又不乏西方艺术的恢宏，既能品味到一首首唯美浪漫的诗，又仿佛能听到一曲曲气势恢宏的交响乐。已于2013年逝世的华裔艺术大师赵无极先生，用自己的辉煌成就，在世界艺术史上浓墨重彩地写下了锦绣的篇章。早在1950年代，他就将中国现代水墨的泼墨及皴擦技法用在油画创作中，结合西方抽象艺术概念和中国写意艺术手法，用油彩在画布上玩大写意，创出自己独特的抽象艺术特色。他的作品兼具中西方绘画特点，形成了独一无二的油彩泼彩绘画艺术风格。观看赵无极先生的绘画作品，你能感受到色彩里的一种奇特的爆发力。他用鲜艳厚重的色彩塑造出一种深邃，让观赏者从中品味出空灵无影的艺术意境。评论家们说，赵无极先生的作品里不仅有东方艺术的空灵的意境，也有如西方交响乐般的恢宏。Zawouki est arrivé en France en 1948. Il est né en 1920, ses études se sont faites à Hangzhou, dans le sud de la Chine, et il avait choisi une école qui était celle de Ling Fangmian et qui était justement réputée pour son modernisme. Ling Fangmian a été dans l'atelier de Matisse au début du siècle et Zawouki avait une passion particulière pour Matisse, on le voit dans l'exposition, avec son interprétation personnelle de Porte-fenêtre à Collioure que Matisse avait peint en 1914. Zawouki ne s'est jamais voulu chinois. Quand je dis ça, c'est très simple. Il était chinois, il l'est toujours et tout le monde le voyait comme chinois. Mais quand il est venu ici, un autre artiste plus jeune qu'il a rencontré dans les années 60, Jean-Michel Meurice le dit, il voulait être moderne, donc européen. Et la modernité, à la fin des années 40, c'est bien sûr l'abstraction, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Il y va très tôt, donc il se confronte et il rencontre beaucoup d'artistes américains, ceux qui, comme Sam Francis ou Norman Bloom ou John Mitchell, vivaient ici, ceux qui étaient de là-bas, Barnett Newman ou Rothko, et en fait, la dimension de ces peintures est vraiment venue de ce dialogue avec une autre peinture internationale qui n'est ni française, ni européenne, ni américaine, ni chinoise, et qui progressivement prend sa forme propre. On le voit ici, dans une œuvre faite à l'encre dans les années 80, à un moment où l'architecte Yeo Ming-pei, qui est son ami, l'invite à venir à Pékin pour faire le décor donc avec de l'encre de Chine et du papier chinois d'un hôtel qu'il construit, l'hôtel des collines parfumées. Et cela fait à peu près 15 ans qu'il s'est remis à l'encre de Chine, mais suivant ses propres méthodes. C'est Henri Michaud, qu'il a rencontré dès qu'il est arrivé en France pratiquement, qui le pousse à revenir à ces techniques que lui, Michaud, pratique volontiers. Il a écrit d'ailleurs un texte qui s'appelle « Idéogramme en Chine » avec son commentaire des formes des idéogrammes anciens, et ils partagent ce goût ensemble. Pour Zawouki, la grande période de l'art chinois, c'est l'époque Han. Et il lui rend hommage d'ailleurs dans un tableau que nous montrons, qui est le dernier
dans l'exposition, un tableau peint en 2005. Il a toujours voulu aller d'un côté à l'autre. François Chang dit qu'il est l'homme du double rivage. Il va du côté chinois et il revient du côté de l'Ouest. Et sa peinture n'est ni d'un côté ni de l'autre. Elle est entre les deux ou elle surplombe, elle est au-delà. Comment se fait alors le parcours de l'exposition? Il est très simple, il est chronologique. Nous n'avons pas voulu faire une rétrospective. Avec Éric Verhagen, avec Marianne Sarkari qui a été notre mémoire de Zawuki dans l'exposition, avec bien sûr Françoise Marquet, avec Yann Angen qui dirige la fondation Zawuki, nous avons essayé de suivre ce qui était l'idée première de Fabrice Ergotte, le directeur du musée, lorsque le projet est né, consacrer tout l'espace que nous pouvions au grand format de Zawuki. Pourquoi? Parce que pour Zawuki, c'était cette dimension-là, de très grandes toiles, parfois découpées en triptyque ou en quadriptyque, qui était le plus propre à exprimer l'espace dans lequel il voulait être. Il dit d'ailleurs à un moment dans l'autoportrait, ce texte qui est écrit par Françoise Marquet à partir de ses propres paroles, ce que je veux faire, c'est une peinture de rêve. C'est un espace particulier, c'est un espace mental. Il n'aime pas l'idée du paysage. Il a fait des paysages au début, quand il a commencé, et qu'il était marqué par Paul Klee. Ensuite, quand il peint Traversée des apparences en 1956, il se dégage entièrement de cette dimension-là. Mais il se peut qu'on retrouve encore cette notion-là quand on le regarde. Et en particulier, pour un regard chinois, il y aura beaucoup plus facilement une vision d'un paysage possible que pour un occidental. C'est ce qu'il dit d'ailleurs à un critique. Lorsque vous dites que c'est abstrait, pour moi c'est réel. Tout à fait la définition de la peinture chinoise. Oui, exactement. Et dans la préparation de cette exposition, Éric Verhagen, Yann Angen et moi, nous avons été voir la collection qui est à Taïwan, le Grand Musée National, et nous avons eu la chance, puisque bien sûr les œuvres anciennes sont présentées par roulement, de voir un paysage de Nizan, peintre du XIVe siècle, qui lui plaisait tout particulièrement. Et dans ce paysage, on voit très bien justement se découper l'espace laissé en réserve, le blanc, et les quelques éléments qui apparaissent plutôt sur les côtés et qui sont là pour inscrire au moins l'idée d'un paysage. La galerie Étoirès fut autrefois la galerie de Pierre Loeb, et c'est dans ce lieu même que Michaud, en 1938, donc on a une date anniversaire, en 1938 a fait ce qui est presque sa première exposition, en tout cas sa première exposition en galerie. 38, c'est effectivement le moment de la métamorphose. Alors un poète se change en peintre, c'est-à-dire qu'un poète reste un poète, mais en plus il devient un peintre. Parce que les œuvres qui sont exposées ici, beaucoup d'entre elles, Odile pourra vous le préciser plus tard, sont des œuvres aussi qui ont été montrées par les grands marchands historiques de Michaud, Jean-Hugues, Le Point Cardinal, Daniel Cordier, d'autres encore, et maintenant ici, où ça revient un petit peu au bercail symboliquement, ce qui est assez beau. Donc, Michaud a commencé par l'écriture. Il n'a jamais cessé d'écrire, mais à un moment donné, il s'est mis, en autodidacte complet, il s'est mis à peindre. Et en même temps, l'autodidacte n'était pas un pur autodidacte, précisément parce que depuis des années déjà, il écrivait. Et j'insiste, quand je dis l'écrivait, ça veut dire, j'insiste sur la matérialité du geste de l'écriture chez Michaud. On a plus envie de passer le passage au dessin,
qu'au passage à la peinture, chez lui, et ça n'est pas juste une image facile, c'est comme une espèce de mise en liberté du trait qui sert à écrire. Comme si tout à coup le trait, au lieu de tracer des lettres qui nous permettent d'accéder à un sens par une sorte de code commun au lecteur et à celui qui écrit, tout à coup comme si le trait se délivrait de quelque chose, mais ne perdait pas sa puissance de signe. Comme une forme d'écriture secrète, d'une certaine manière, qui viendrait irradier d'une autre manière. Et autre remarque, vous avez là des œuvres de toutes les périodes. Il y a cette chose qui est très frappante chez Michaud, c'est comme chez tous les grands artistes, il y a un effet d'unité profonde et en même temps un effet de renouvellement permanent. Que cette exploration, ce que j'appelle le voyage chez lui, passe par un certain nombre de moyens. La mise en danger de soi procède vraiment de ces moyens-là. Une autre forme de danger chez lui, ça a été cette exploration qui est très aussi marquée par l'époque, qui n'est pas le seul, il y a des précédents illustres, mais qui est très importante, qui est l'usage que Michaud a fait d'un certain nombre de substances, de drogues en particulier, et notamment la mescaline, qui est un champignon mexicain bien célèbre avec lequel on peut faire aussi de l'alcool, mescaline dont il a eu à un moment donné une consommation parfaitement délibérée, afin précisément d'ouvrir une porte dont il ignorait jusque-là qu'elle existait, dont il ne savait pas comment elle pouvait s'ouvrir. Michaud, c'est un homme de l'encre, et l'encre, ça vient aussi de l'encre évidemment de l'écriture. C'est un homme de l'acrylique, ça va être une grande découverte l'acrylique, parce que quand il commence à peindre, l'huile l'horrifie d'une certaine manière, parce qu'il trouve que l'huile a un côté collant, et que dans l'huile on est physiquement, littéralement englué. Ça peut paraître anecdotique, là encore ça n'est pas anecdotique, c'est vraiment quelqu'un qui dessine, écrit, peint pour se désengluer, Michaud. Se désengluer de quoi ? Se désengluer de soi-même. Autre chose, c'est de la peinture figurative ou de la peinture abstraite. C'est donc un homme qui travaille sur une exploration intérieure. Pour autant, ce n'est jamais une peinture lyrique, au sens strict du terme, c'est-à-dire que ce n'est jamais une peinture de quelqu'un pour qui le moi devient la chose qu'il faut chanter et raconter. C'est une peinture faussement narrative, faussement confessionnelle, faussement lyrique, qui en prend les gestes, mais qui au contraire fait tout pour se débarrasser d'un premier moi. C'est vraiment une peinture très rimbaldienne de ce point de vue-là, vraiment d'un jeu est un autre. Ça veut vraiment dire quelque chose chez lui, se déposséder de soi. C'est une œuvre où la question de l'angoisse existentielle et métaphysique est là absolument en permanence. Et ça se manifeste dans cette façon d'essayer l'aventure d'être en vie. Qu'est-ce qu'on trouve quand on est dans cette aventure ? On se rencontre soi-même. En se rencontrant soi-même, on rencontre ses propres gouffres. Que faut-il faire ? Il faut aller les explorer. Cette connaissance par les gouffres. On est vraiment dans quelque chose de cet ordre-là. L'exposition s'appelle Le dessin est exorcisme, parce que c'est repris de la fin de mon texte, qui est en fait une reprise d'une citation d'un célèbre texte de Michaud qui s'appelle Épreuve, virgule, au pluriel, épreuve, virgule, exorcisme. Le dessin est épreuve. On se met véritablement en jeu. Le dessin est exorcisme. Il y a aussi profondément chez Michaud quelque chose comme une espèce de rapport magique au monde, quelque chose comme l'œuvre qui fonctionne comme une espèce d'œuvre fétiche, d'œuvre thaumaturge, d'œuvre qui soigne d'une certaine manière et d'œuvre qui sauve. Et ce qui est l'unité profonde de ça, c'est cet homme-là. C'est cet homme-là, qui est un homme toujours différent et en même temps toujours le même. Et voilà les raisons pour lesquelles j'ai accepté de faire ce texte avec bonheur. Voilà, je suis disponible pour vos questions, bien sûr. Travail qui dans le fond fonctionne comme une espèce d'entre-deux perpétuel. C'est du dessin, mais c'est de la couleur. C'est de la peinture, mais c'est du dessin sur papier. C'est peint, mais c'est collé. On pourrait continuer aussi. Qu'est-ce qu'on voit dans le fond ici ? C'est-à-dire que à propos de l'entre-deux, on a des formes. Ces formes sont extrêmement élémentaires. C'est vraiment un travail de réduction de la peinture à ses moyens les plus élémentaires. Qu'est-ce qu'on a ici comme vocabulaire ? On a des points. On a des lignes qui sont tantôt verticales, tantôt horizontales, et puis qui, de temps en temps, s'arrondissent et se mettent plus ou moins à devenir serpentines et à gagner en dynamisme, en énergie, en danse, en quelque chose comme ça. On a des fonds qui sont peints ou non, mais qui sont très souvent, quand ils sont peints d'une manière qui pourrait paraître, je vais utiliser le terme délibérément, rudimentaire. On n'est pas du tout dans quelque chose de sophistiqué, on est dans une réduction de la peinture à l'élémentaire. En même temps,
cette réduction élémentaire, ça permet de voir justement sur quelle limite se trouve ce travail. Puisque avec très peu de choses, avec une ligne, quand elle est placée au bon endroit, c'est la question de la justesse, qui est une question qui m'est chère, tout à coup, un espace est instauré. Le blanc n'est plus plan, le blanc devient de l'espace. Pour dire que justement la grande force de la peinture, c'est cette capacité à être quelque chose en même temps. Et ce que je trouve très très beau dans ce travail, puisque je suis parti en me demandant pourquoi j'aimais ce travail, c'est que c'est un travail qui est à la fois extrêmement dubitatif. On voit, notamment ici, regardez ce fond qui paraît comme ce tableau fonctionne comme une espèce de gigantesque repentir, au sens pictural du terme, ou comme un gigantesque palimpseste, si on veut dire quelque chose de plus littéraire, mais ça revient exactement au même. Donc il y a du doute, il y a du doute, il y a du débris, il y a du déchet, ce papier qui est à la fois peinture et qui devient sculpture parce qu'il est froissé, mais en même temps il est froissé parce qu'il est détruit, et tout à coup il y a la décision de l'accrocher, c'est quelque chose qui est vraiment dubitatif. Et puis il y a quelque chose qui est quand même prodigieusement affirmatif, aussi ici, qui est tout à coup, qui est au fait qu'on est face à un travail qui est un travail de choix, choisir à un moment donné. Je voudrais juste essayer de me mettre, autant que je puisse le faire, dans la peau de la personne qui fait cette chose-là. On est donc dans un travail, essentiellement un travail de collage. Et le travail de collage, c'est un travail de décision. C'est un travail de décision et de composition. On a 3 formes ici dans le tableau qui est là, totalement élémentaires, 3 ronds, 3 boules, 3 sphères, 3 ce que vous voulez. Mais la question de la justesse, c'est à quel endroit je les mets. Et là, on est dans un travail de décision. Et ce travail de décision, puisque dans l'atelier, on peut imaginer que la question du collage, c'est un travail de regard, c'est un travail où la dimension manuelle et visuelle est extrêmement importante, mais c'est aussi une réflexion sur ce que c'est qu'un tableau. Donc on est dans quelque chose qui est très élémentaire, très pictural, mais qui nous rappelle aussi la dimension profondément mentale de la peinture. On est face à quelqu'un qui fait de la peinture, qui défait sa peinture, qui doute de sa peinture et qui à la fin affirme par ce geste de collage, tout à coup, je décide que la chose est là et je la fige et elle ne sera plus jamais ailleurs. On est dans un travail de décision. Être peintre, à un moment donné, c'est choisir que la chose soit là. Merci Voilà. Pierre. Je travaille comme un enfant qui joue, en fait. C'est peut-être un peu naïf de dire, mais c'est des expérimentations, des explorations très à la légère, mais très sérieusement à la fois. Donc, j'aime travailler d'une manière que je ne sais pas ce qui m'attend. Je pars avec mon appareil photo, je vais quelque part, et je vois ce que je vais trouver. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que je vais trouver, mais je sais que je reconnais quand je vois ce que c'est.
穿过千年的岁月，良愁在流光里静候，一个又一个的世纪轮回，多少次的樱桃红、芭蕉绿，在静默的时光里，它安然守候。直到公元1994年，一位长发飘飘、一身才气的名叫良子的女子，携着天意翩然而至。在那个毫不惹眼的角落里，她一眼看到了寂然落寞的良愁，而那一眼却是万年。天意与良愁从此结下了令世人赞颂的良缘。良愁，这个曾经在古中国熠熠生辉、风光无限、有软黄金美誉的中国顶级丝绸品，是用纯天然桑蚕丝为原料织成百匹绸，再用大自然馈赠的天然植物蜀梁的枝叶浸染而后成就的。而良绸上特有的龟裂纹理，既是工匠们手工技艺留下的痕迹，也是大自然绘就的作品。有人说，良绸的制作工艺仿佛是献给大自然的一首诗，它需要在最适合的季节选材，加上工匠们的手艺与匠心，再经过30多道复杂的工艺流程与时光的泡制，才能最终涅槃成高贵的良绸。良子，这个中国本土的服装设计师，他有一颗要把中国天人合一的哲学融进自己平和、健康、美丽的品牌理念里的纯心。年年岁岁，他固守初心地寻觅着本土的原料与技艺。冥冥中印有天意，终于在一个似乎如常的日子里，在某个仓库的角落，他邂逅了心心念念的本土的能制成华裳美服的面料良绸。欣喜若狂的他怀着浓得化不开的爱意，对这个一度濒临灭绝的中国独有的古老的生态环保丝绸珍品进行保护、开发、创造，并以良绸制成四季时装。从此，天意加良绸在时尚界绽放独有光华。良子，这个头戴金鼎奖冠冕、拥有最中国设计师称号的慧思锦心的女子，不仅让良绸重绽光华，且设计开发出一系列新的品种：天意采良、天意生纺良、天意科良等等，以期让这项充满东方韵味的古老中国独有的制作技艺生生不息地绵延。
这期的节目到这儿就结束了，期待下次与您相见。